Selma, c'est bon? Oui, vas-y, vas-y, bien sûr. Bien. Très bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous, hein. Nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Et nous avons pris quelques minutes, hein, pour que tout le monde puisse s'installer et puis nous rejoindre comme ça au fur et à mesure avant de commencer. Donc, je pense, excusez-moi, petit souci technique. Très bien. Donc, alors, je vais peut-être commencer par une petite question, hein, à laquelle vous pouvez répondre sur le chat, juste peut-être en attendant encore quelques petites minutes. Donc, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, on se fera un plaisir de vous lire. Et si vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à nous rejoindre aujourd'hui, à assister à ce webinaire. euh, on sera ravis de vous lire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait voilà, plusieurs types de professionnels. Il y a des psychologues, il y a des neuropsychologues, il y a des orthophonistes, il y a des psychomotriciens, il y a des pédopsychiatres, il y a des médecins, des résidents. Donc, je suppose que les attentes doivent être quand même assez diversifiées. Donc, ça pourrait être sympa si vous pouvez voilà, nous dire un petit peu via le chat quelles sont vos attentes en fait, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'idée de parler du bilan aujourd'hui? Très bien. Donc, bon, quelques personnes nous ont rejoints et donc je pense qu'on peut déjà commencer. Il est déjà 18h40. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On lira vos réponses dans le chat un peu au fur et à mesure. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est en réalité de poser un peu le cadre et de nous dire que cette rencontre, alors, ce n'est ni un cours théorique, ni une formation technique, mais réellement un échange clinique. Et en fait, il s'agit de réfléchir ensemble aujourd'hui à ce que cela signifie de faire un bilan, ce que ça engage cliniquement et ce que cela produit aussi pour l'enfant et sa famille. Et donc, pour ce, nous avons réuni des regards cliniques différents autour d'une même pratique, hein, qui est le bilan psychologique. Donc, pour ce, nous avons parmi nous alors Hind Bouamar et Salma Belriti, respectivement neuropsychologue et psychologue clinicienne. Donc, elles pratiquent les bilans depuis une quinzaine d'années et elles sont également enseignantes universitaires et formatrices. Et puis d'un autre côté, nous avons Fatem Zahra Hamiz et moi-même. Donc nous sommes toutes les deux psychologues avec une pratique plus récente des bilans, un regard frais, mais aussi beaucoup de questionnements cliniques. Donc nous avons... Rita Ventieres, ça serait bien que tu te présentes. Ah oui, pardon, oui. Rita Bentir, comme vous avez vu hein, sur mon écran. Donc, je suis Rita Bentir. Je suis psychologue clinicienne, comme je vous ai dit. euh, avec, euh, avec Hamiz Fatem Zahra. Et donc, peut-être si vous le voulez bien, nous allons vous demander d'éteindre vos micros. Je vois que c'est déjà un peu fait pour la majorité des participants. Et puis également, pour celles et ceux qui le peuvent et qui le veulent,
allumez vos caméras, ça nous fait toujours plaisir de mettre voilà, des visages sur des noms. N'hésitez pas également à poser vos questions sur le chat. Nous prendrons une quinzaine de minutes vers la fin du webinaire pour y répondre. Alors, des personnes continuent d'arriver, donc voilà, on peut tout de même continuer. Alors, avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet, j'ai une deuxième question, hein, je vais c'est la deuxième que je vais poser ce soir. Quand on parle du bilan psychologique, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le plus complexe? Alors, on a vraiment besoin de ce retour voilà, de votre part pour un peu, voilà, voir un peu comment orienter. Merci Selma. Euh, voilà, c'est intéressant pour que ce soit le plus interactif également possible, que nous ayons vos retours. Et donc, Selma, on lit quelques réponses. Euh, Non, je pense que démarre, on reprendra on le peut- tout plus tard. Très bien. Donc, alors, je commencerai peut-être ma question au tout départ, je la poserai à Hind, hein, si vous voulez bien. Donc, c'est une question qui est d'apparence simple, mais bon, qui ne l'est peut-être pas pour tout le monde en tout cas. Mais Hind, ma question, c'est quand tu reçois des parents dans ta pratique, comment tu expliques ce qu'est un bilan psychologique? Oui, c'est vrai. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, c'est vrai que la question peut sembler assez simple, ou pas toujours d'ailleurs, mais moi, souvent, je commence par expliquer aux parents ce que ce n'est pas le bilan neuropsychologique. J'insiste beaucoup pour ça parce que il est important de préciser que ce n'est pas un examen scolaire, que ce n'est pas un test de réussite, parce qu'on va souvent associer, on reçoit beaucoup d'enfants donc avec des problématiques scolaires, donc on pense qu'on va venir leur proposer voilà, un examen comme à l'école. Ce n'est pas un test de réussite. Ce n'est pas une machine à poser des diagnostics. Ça aussi, c'est peut-être important et je suis sûre qu'on reviendra qu'on reviendra sur ce sujet-là. Et ce n'est en aucune façon aussi une évaluation de la valeur de l'enfant. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est une évaluation donc, du fonctionnement intellectuel et cognitif, mais dans une démarche clinique. Et ça, on reviendra très certainement là-dessus, c'est-à-dire une démarche clinique dans le sens on va essayer de comprendre comment la personne, que ce soit un enfant d'ailleurs ou un adulte, comment cette personne fonctionne, ce patient fonctionne sur le plan cognitif, mais dans sa globalité et dans son contexte. Donc, on va essayer voilà, de vraiment répondre à une problématique, à une question précise qui vient avec le patient, qui vient avec son entourage. Et pour ça, on va utiliser des outils que nous, cliniciens, psychologues cliniciens, neuropsychologues également, on va choisir, voilà, on va choisir ces outils en fonction de l'enfant, en fonction du patient, en fonction de son âge, de son contexte, et puis bien sûr de la problématique qui est posée. Hmm. Alors, d'ailleurs, enfin, voilà, ce que tu décris, c'est une démarche assez structurée en réalité pour répondre à une question de base avec laquelle les parents et l'enfant se présentent. Je me demandais également, je sais, enfin, de votre côté, Fatem Zahra et Salma, enfin, comment aussi vous l'expliquez, cette démarche-là aux parents quand vous les recevez? Alors, Alors, pardon. tu ferais mieux de poser des questions à une personne. Ouais. Je te laisse Bon, parler, Alors, Salma. Je pourrais y aller après toi. d'accord. Moi, ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit, Inde, aussi, c'est que parfois les gens aussi se font une idée un peu médicale, on va dire, du bilan psychologique et ils s'imaginent qu'on va faire comme un scanner et qu'on va aller voilà, lire ce qui se passe dans la tête de l'enfant ou de l'adulte et que on va pouvoir voir et savoir absolument tout, alors que en réalité, c'est une démarche qui est assez précise et ciblée sur une problématique en particulier. euh,
Et donc, on va aller chercher à répondre à cette problématique. Un enfant qui a du mal à apprendre, un enfant qui s'agite trop, un enfant qui fait, voilà, qui n'aime pas aller à l'école, qui n'arrive pas à faire ses devoirs. Donc, nous, notre travail, ça va être d'aller essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour cet enfant et arriver à trouver quelle piste de travail on peut mettre en place. À toi, Et Fatem Sarah. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. En fait, je reprends ce qu'a dit Hind. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent avec beaucoup d'interrogations par rapport à ce qu'est un bilan, parce que très souvent, ce n'est pas vraiment les parents qui vont décider d'aller faire un bilan. Ils sont souvent adressés par des écoles, par des professionnels, des médecins, des institutions, etc. Donc, ils ne savent pas en fait de quoi il s'agit. Donc, c'est vrai que c'est une question très fréquente qu'on va avoir. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Je réponds souvent que c'est un processus qui va permettre d'apporter des éléments de réponse à des interrogations qu'ils peuvent avoir par rapport aux difficultés de leur enfant. On a des parents qui peuvent dire, ah, mon enfant, il n'arrive pas à tenir en place, il n'arrive jamais à se concentrer quand il est en classe. Donc, c'est beaucoup de manifestations qui sont claires, concrètes, manifestes, mais qu'ils ne savent pas comment expliquer. Donc, c'est ça principalement l'objectif du bilan et d'apporter des pistes d'accompagnement concrètes. En fait, on va venir mettre du sens sur des difficultés que les parents connaissent généralement, mais nous, on va venir donner comme une sorte de cohérence entre ce que les parents vont observer, ce que l'école va observer, et du coup, donc de relier tout ça à notre bilan neuropsychologique, et comme l'a dit Fatem Zara, de pouvoir par la suite pouvoir proposer ben, des pistes d'accompagnement, bien sûr adaptées à l'enfant ou à l'adulte. Encore une fois. On va beaucoup parler d'enfants, en tout cas moi, mais ça c'est également la même chose pour l'adulte. mm. D'ailleurs, alors, ce que je relève, hein, c'est que on parle de bilan neuropsychologique, des fois on parle de bilan psychologique, et finalement, Hind, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair? Parce que, voilà, est-ce que c'est neuropsychologie? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que, et en quoi? Alors oui, il y a une différence, mais après, bon, on le verra dans la pratique, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais disons que si on doit vraiment dissocier les deux bilans, on va plutôt dire que le bilan neuropsychologique, ben, il est plus axé sur une évaluation cognitive, du fonctionnement cognitif. On va aller vraiment évaluer chaque domaine cognitif, donc l'attention, la mémoire, le raisonnement, l'orientation spatiale, etc. Avec donc des outils bien précis. Alors, on en parlera certainement aussi, mais dans les bilans, le WISC, que peut-être tout le monde connaît, j'ai vu le chat qu'il y avait déjà une ou deux questions sur le WISC, il est perçu comme au cœur du bilan. Bon, certes, il a une place importante, mais le bilan ne se résume pas uniquement au WISC. Donc, on va aussi proposer d'autres épreuves. Donc, moi, je dirais que le bilan neuropsychologique montre comment l'enfant apprend et comment ils traitent l'information. Alors que, et bon, peut-être que je laisserai Selma ou Fatem Zara peut-être en parler un peu plus, alors que le bilan psychologique, il va plutôt axer plus l'évaluation sur comment peut-être l'enfant vit ses difficultés avec une approche beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus dans l'affectif. Mais Mm. après, en pratique, il est compliqué quand même ces cognitions et affects sont généralement indissociables, hein, parce c'est rare d'observer un enfant avec des difficultés scolaires ou cognitives sans retentissement sur l'émotionnel, Tout à tout fait. comme un enfant, voilà, avec une souffrance ou de l'anxiété ou en tout cas quelque chose sur le plan affectif, sans retentissement sur le cognitif et en particulier sur l'attention. Et donc, toi, Selma, quand tu entends cette articulation que vient de faire Hind entre l'affectif et le cognitif, c'est-à-dire comment est-ce que tu la comprends dans ta pratique clinique? Est-ce- Je vais peut-être sauter moi là-dessus plutôt. Oui, euh, au c'est à toi, niveau... Selma, que la Ah, question. j'entendais, je pensais que tu avais dit Hind en fait. Non. D'accord.
Donc effectivement, l'affectif, il est essentiel hein, dans le bilan psychologique. C'est-à-dire, on considère le bilan psychologique comme un espèce de tour, on va pas dire à 360, ça serait un peu prétentieux parce qu'il y a plein d'autres composantes qu'on n'aborde absolument pas dans le bilan. Mais quand même, à partir du moment où on fait un bilan qui arrive à faire un tour un peu général sur les fonctions cognitives, enfin, ou les fonctions plutôt intellectuelles, et la partie plus émotionnelle et affective, ça nous donne une idée euh, de la nature des difficultés existantes et surtout à quel point l'émotionnel peut venir jouer sur des difficultés intellectuelles. Est-ce Donc le bilan psychologique, ça peut être vu comme une espèce de bilan général qui va aller un peu défricher l'ensemble des choses et qui va aller peut-être demander des approfondissements, parfois même neuropsy, c'est-à-dire d'avoir besoin d'aller explorer davantage l'attention, la mémoire et d'autres fonctions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de général. Mais finalement, comme disait Hind, c'est très difficile, dans un sens comme dans l'autre, de se passer de l'autre côté. C'est-à-dire, moi, en tant que clinicienne, j'ai dû me pencher beaucoup plus sur la neuropsy que ce que je connaissais. Et Hind, voilà, je te laisse parler pour toi-même, mais Ben, pareil de mon côté, où de ma l'autre côté. pratique, elle est de plus en plus, voilà, pas impactée, parce que ça serait, il y a un côté négatif là-dedans, mais de plus en plus imprégnée, bien sûr, de l'aspect affectif qui, notamment, alors c'est pas le débat du soir, mais notamment sur les sujets tels que le TDAH, où on se pose de plus en plus la question de l'impact de l'affectif sur les capacités attentionnelles de l'enfant. Il se pose la question d'un TDAH plutôt d'origine neurologique ou en tout cas neurodéveloppementale ou d'un TDAH d'origine, on va dire, psychoaffective. Donc la question est totalement ouverte. Et donc, on voit bien du coup voilà, le côté indissociable de la cognition et l'affect, et l'affectif. Et Stelma, tu parlais du retentissement de l'affectif sur le cognitif. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de comment tu vois ça dans les bilans? Bah, le premier exemple qui me vient, en fait, c'est sur les adultes, par exemple, les adultes TDAH ou les adultes TSA ou des choses du type qui vont se retrouver en décalage par rapport au fonctionnement attendu au niveau scolaire, social, professionnel, etc. et qui vont donc développer voilà, des syndromes anxio-dépressifs qui peuvent être assez spectaculaires mais qui en réalité sont fortement liées à des stratégies de compensation euh, très intenses qui ont été mises en place pendant des années et des années et qui débouchent sur voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les burn-out du TSA ou du TDAH, par exemple dans ce Et qui, sens-là. Sinon, il y a plein d'autres choses chez les enfants. Évidemment, on trouve énormément d'impact sur l'estime de soi, sur le rapport à l'école, etc., de tous les troubles neurodéveloppementaux ou autres difficultés. Hind, tu voulais rajouter quelque non, chose? c'est bon, c'est le maladie. C'est par défaut. Euh, En fait, ce qui me vient également, enfin, donc ce qu'on peut retenir, c'est que le bilan, qu'il s'agisse de bilan neuropsychologique ou de bilan psychologique, il ne s'agit pas, on n'est pas face à deux démarches qui sont opposées. Ce sont des angles d'analyse différents finalement, avec une démarche tout aussi clinique dans laquelle on utilise des outils comme tu avais dit, Hind, dont le WISC, mais plus comme un moyen qu'une finalité. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais, parfois on va plutôt aller soit vers un bilan psychologique, soit vers un bilan neuropsychologique en fonction de la problématique. Moi, je peux des fois recevoir en cabinet, voilà, une demande de bilan, mais à partir des entretiens, à partir de l'anamnèse et à partir de l'analyse de la demande, je vais plutôt comprendre que, on va dire, la problématique, elle est plutôt d'ordre affectif peut-être
Donc, je vais peut-être recommander un bilan plus psychologique que neuropsychologique. Et dans d'autres cas, on se rend compte, en tout cas, où nos premières hypothèses vont vers une hypothèse neurodéveloppementale, ben, on va plutôt orienter vers un bilan neuropsychologique. Mais bien sûr, c'est pas du tout de bilan opposé, bien au contraire. Et comme l'a dit Selma, on peut faire un bilan psychologique et faire après demander de compléter par un bilan neuropsy pour approfondir, parce que je le disais, le WISC est un outil central, mais le bilan ne se résume pas au WISC seul, parce que le WISC ne permet pas non plus de tout évaluer, en termes de cognition. Il y a quand même un certain nombre de fonctions cognitives qui ne sont pas du tout évaluées, ou alors indirectement par le WISC. Et donc, dans certaines problématiques, des fois, il n'y a pas besoin de compléter, mais dans d'autres problématiques, il y a besoin de compléter. Et donc, on va aller demander un bilan complémentaire. Donc, ce que tu décris également, c'est aussi une forme, enfin, ce qui est nécessaire, c'est une forme de technicité, c'est-à-dire une maîtrise de l'outil également, euh, et des outils en général, qui demandent aussi un travail assez rigoureux. D'ailleurs, on en parlait avec Fatem Zahra et sur la rigueur, sur le processus en fait de comment se déroule un bilan, sur les séances. Et je ne sais pas, Fatem Zahra, si tu voudrais peut-être nous éclairer sur ce travail-là de comment se déroule ce bilan et puis le travail que ça demande. Justement, parce que ça, c'est généralement la question qui suit, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de la part des parents, comment ça se déroule. Donc, en réalité, la démarche du bilan va être adaptée à chaque problématique, à chaque difficulté, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a une trame standard qu'on va suivre pour l'ensemble des bilans qui démarre toujours par un entretien avec les parents qu'on appelle entretien préliminaire, où on a l'occasion de discuter ou bien d'échanger autour de toute l'histoire de l'enfant, c'est-à-dire sa problématique, ses difficultés, son histoire, son développement, son hygiène de vie, etc. À la suite donc c'est un entretien qui dure quand même pas mal de temps et on verra les détails, on va dire, de la durée du bilan. À la suite de cet entretien, on démarre les séances d'évaluation avec l'enfant avec, comme disait Hind tout à l'heure, au cœur de cette évaluation, le WISC, mais pas que. C'est pour ça qu'on en a souvent pour 2 à 3 séances d'évaluation, notamment dans le cas des bilans psychoaffectifs. On a également les évaluations projectives qui se rajoutent. À la suite de ces évaluations, on démarre l'analyse et l'interprétation des résultats. On va par la suite restituer aux parents et à l'enfant, bien entendu, en fonction de son âge. Et ça finit par l'établissement d'un compte rendu détaillé aux parents. Alors, je dis quand même que la démarche est à adapter en fonction de la difficulté parce que, en fonction de la demande, en fonction de la plainte, on va pas utiliser les mêmes outils. Par exemple, si on a une plainte attentionnelle, qu'on a une suspicion de problématique attentionnelle, à ce moment-là, il faut prévoir des évaluations spécifiques de l'attention, comme par exemple la teach ou quelques épreuves de l'anepsie, l'entretien d'IVA avec les parents, ce qui fait encore que ça rallonge encore plus, ça demande encore plus de séances avec l'enfant et avec les parents. Donc la démarche, elle est standard, on va dire, mais bien entendu à adapter en fonction des difficultés. Alors, tu disais en fonction des difficultés, en fonction de l'environnement, du contexte et de l'histoire de l'enfant. Donc, tout ça rentre en compte pour réaliser un bilan. Et donc, ce qui nous amène encore une fois à dire que c'est une démarche assez rigoureuse qui dépasse largement l'idée d'un test ou d'un score. C'est-à-dire qu'on n'est plus à ce niveau-là. Et c'est précisément peut-être là que le bilan devient un exercice complexe, parfois même déroutant et puis surtout quand on débute. Euh, d'où ma question, peut-être je te pose la question, Hind, tu parlais d'enfants. Dans ta pratique, qu'est-ce qui rend plutôt la pratique du bilan particulièrement complexe avec les enfants? Alors, qu'est-ce qui rend la partie complexe avec l'enfant? Alors, je dirais pas forcément qu'avec l'enfant, mais c'est vrai qu'avec l'enfant, c'est particulier parce que déjà, en fait, avec l'enfant, on travaille jamais seul avec l'enfant. On travaille avec la famille et avec l'entourage,
avec l'école. Je pense qu'on est tous, peut-être pour ceux qui travaillent avec des enfants, on ressent aussi une certaine pression de la part des établissements scolaires. Il y a aussi tout ce qui va venir avec le corps médical qui suit souvent l'enfant. Et chacun va venir avec ses inquiétudes, avec ses attentes, ça aussi. Et les attentes des parents ne sont peut-être pas toujours les mêmes que les attentes du corps enseignant, que les attentes peut-être du corps médical. Et donc tout ça va venir un peu, voilà, on va être au croisement de toutes ces attentes-là. Et puis aussi, ce qui arrive avec l'enfant en particulier, c'est qu'il est très souvent, il est peu demandeur. Ça peut arriver, particulièrement chez des adolescents, mais ça reste quand même assez rare, où l'enfant, voilà, la demande ne vient pas de lui. Et donc souvent, il ne sait pas pourquoi il est là. Et donc, du coup, ça peut engendrer de l'inquiétude, ça peut même engendrer parfois de la résistance, ce qui va inévitablement, enfin, pas inévitablement non, mais ce qui peut quand même impacter son engagement et donc aussi impacter ses performances. Et voilà, donc on va avoir vraiment cette complexité-là déjà du fait du patient et de l'âge du patient qu'on va recevoir. Et puis moi, ce qui me paraît aussi important, c'est quand même de rappeler que le bilan ne se résume pas uniquement à des tests, uniquement à des chiffres, uniquement à des scores, et que la complexité aussi réside, alors justement pas que chez l'enfant de manière générale, mais que la complexité va résider au fait qu'il faut vraiment essayer de ne pas réduire, enfin, qu'il ne faut pas réduire l'enfant Oui. à des scores. Après, il ne faut pas minimiser les scores, mais il faut vraiment essayer d'articuler la démarche on va dire entre plusieurs données de nature différente. On a bien sûr les scores, donc au test, mais on a aussi bien sûr toutes les observations qui proviennent du bilan, mais aussi des entretiens qu'on a pu avoir donc avec l'enfant, et bien évidemment de tout le contexte, à savoir tout l'historique, bien sûr médical, scolaire, développemental, et voilà du contexte de l'enfant, parce que des scores pris isolément n'ont pas de sens. Mm. Il faut toujours lier le score à un contexte, au contexte de l'enfant. Et ça, c'est toute la, on va dire, pas la difficulté, mais puisque voilà, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre travail, mais plutôt la complexité. C'est une complexité. Effectivement, il y a aussi, enfin, en tout cas, ce que j'ai pu relever lors de ma modeste pratique, c'est également une espèce de pression. Donc, tu parlais de l'école, des parents, et puis il y a ces attentes au niveau des scores qui sont souvent lus de manière assez scolaire. Même quand on essaye d'expliquer, quand on explique et voilà, qu'on montre des courbes, etc., les scores sont lus de manière très scolaire. Et donc, des fois, quand, comme tu disais, ce n'est pas articulé à de la clinique, on peut tout de suite tomber dans de la stigmatisation, dans de l'étiquetage de cet enfant, alors qu'en réalité, euh, voilà, enfin, quand on explique la démarche et voilà, et qu'on dit aux parents quelles sont les difficultés en articulant tout ça avec l'histoire, les choses deviennent beaucoup plus, peut-être, enfin, beaucoup plus intéressantes à apprendre parce que finalement, euh, je veux dire, ne pas articuler à l'histoire, ça nous donne des scores un peu aveugles ou complètement trompeurs. En fait, on peut tout dire avec le même score, c'est-à-dire qu'un score tout seul veut tout et rien dire, parce que si je donne un exemple, par exemple, on va prendre une note standard de 10. Alors, dans les scores et dans les tests, on a des notes standards qui vont de 1 à 19, et 10, c'est la norme. Mais en fonction, si un enfant a 10, on va dire qu'il a un score dans la norme, ce qui peut être rassurant, mais ce qui peut des fois aussi peut-être un petit peu plus inquiéter en fonction des stratégies que l'enfant va utiliser, des erreurs que l'enfant va commettre. Et ça, on ne l'a pas uniquement en notant le score de 10. Par ailleurs aussi, un autre exemple, c'est si je prends aussi un score de 8, par exemple, ce qui est un score dans la norme basse, chez un enfant très performant, on va prendre l'exemple souvent des hauts potentiels intellectuels ou juste un enfant très performant dont la majorité des scores va se situer au-dessus de 15, ben le 8
on va dire que c'est une faiblesse dans son fonctionnement à lui. Donc, c'est une faiblesse relative. Alors que chez, par exemple, un enfant plutôt avec un profil de déficience intellectuelle dont une majorité des scores sont autour de 4-5, ben, le 8, finalement, c'est une force. Donc, on va l'interpréter aussi en fonction au-delà du contexte, mais aussi du profil global de l'enfant. Et donc, ici, il ne faut pas juste, voilà, lister des scores et de dire c'est dans la norme, pas dans la norme. Parce qu'au final, c'est pas le but. Juste de dire que c'est dans la norme ou pas, c'est plutôt de voir comment l'enfant est arrivé à avoir ce 8, comment l'enfant est arrivé à avoir ce 10 ou autre. Donc, et c'est là où encore une fois, les scores n'ont de sens que si, n'ont pas de sens s'ils sont pris isolément, quoi, sans le contexte global autour. Ils peuvent également être très Exactement, c'est trompeurs davantage. parfois. Pardon, vas-y, C'est-à-dire, vas-y. parfois, on peut avoir dans des enfants qui se présentent pour des difficultés de l'attention et qui sont tout à fait bien capables de réussir des évaluations spécifiques de l'attention. Donc, leurs difficultés ne se voient pas du tout au niveau de leur score, mais se voient plutôt au niveau des observations cliniques. On va avoir une tendance à la distraction, à la précipitation, etc. Mais si on n'y tient pas compte et qu'on regarde simplement les scores, ben, on va voir une teach ou même les épreuves sensibles aux difficultés de l'attention du WISC qui sont parfaitement bien réussies. Oui, Exactement. C'est au-delà, c'est bien au-delà en fait, parce que la plupart des gens pensent que ce sont les scores du WISC notamment, puisque le WISC il est souvent un peu central dans les bilans, qui vont donner l'information, alors qu'en réalité, c'est vraiment ce qui se passe pendant cette passation presque davantage que les scores. J'exagère un petit peu, mais à peine. C'est vraiment non seulement les stratégies cognitives, mais aussi comment l'enfant va se comporter face à ça, son appétence ou non à faire les activités qu'on lui propose. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce qu'il aime apprendre? Est-ce qu'il aime découvrir? Est-ce qu'il a du mal avec l'échec? Est-ce qu'il peut dire qu'il ne sait pas? Est-ce que il y a tellement de choses qui se passent pendant le bilan et qui vont nous renseigner pratiquement tout autant que les chiffres qu'on va obtenir. Alors que la plupart des gens, comme ça, ne connaissant pas la pratique du bilan, vont se centrer sur cette technicité des chiffres, cette objectivité entre guillemets, alors que c'est un certain type d'objectivité. En fait, c'est plus un levier pour arriver à pouvoir voir ce qui se passe chez l'enfant que réellement, voilà, c'est pas un taux de glycémie dans le sang, loin s'en faut. Et bon, d'ailleurs, je me permets de partager aussi un peu une expérience de départ, justement à propos des bilans. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, c'est une pratique plutôt récente, mais au départ, je me refusais complètement à passer des bilans parce que j'avais justement cette idée qu'un bilan, c'était que des chiffres, qu'il ne s'agissait que de décrire en fait les faiblesses plutôt que plus que les forces hein, en réalité. Et donc voilà, enfin je m'étais arrêtée sur ça jusqu'au jour où j'ai rencontré quelques personnes, enfin qui se reconnaîtront et et où je me suis finalement formée à la pratique du bilan, mais de manière réellement clinique, c'est-à-dire sans dissocier cette part importante du contexte de l'enfant, de son histoire, de la famille, etc., où j'ai réellement appris à voir les choses d'un œil un peu plus global et puis même et je continue également à apprendre à inclure et à voir cette finesse de la compréhension de l'histoire de l'enfant, etc., et même de l'adulte quand il faut. Mais voilà, c'est pour dire que c'est assez surprenant en fait au départ. On pense que, enfin, on peut penser, hein, en tout cas pour moi, hein, j'ai pensé que le bilan s'arrêtait à ça. Mais je m'étais bien trompée et je suis heureuse de m'être trompée là-dessus. Enfin, en fait, il et faut donc, vraiment voir les tests comme un outil au service de la réflexion oui. clinique. C'est un outil comme un autre d'ailleurs, hein. Moi, en tant que neuropsychologue, je vais utiliser le bilan ou voilà les tests. D'autres vont utiliser d'autres outils, mais c'est vraiment voilà un outil qui est au service de la réflexion clinique et qui ne peut qui n'a de sens que s'il s'articule
sur la clinique, sur l'observation, sur le contexte et sur l'histoire du patient. Moi, Et d'ailleurs, pardon, ouais. je vais même plus loin que ça, c'est-à-dire que certains bilans peuvent être vraiment comme des outils thérapeutiques parfois, et que on arrive à faire des choses assez spectaculaires en fait avec l'enfant et sa famille sur ce temps du bilan qui met en mouvement la dynamique familiale, qui change le regard qu'on a sur l'enfant, qui change parfois le regard que l'enfant lui-même a sur lui-même, sur ses capacités, etc. Et qui va déclencher vraiment des choses, voilà, des changements assez impressionnants en très très peu de temps. Et je trouve ça assez spectaculaire à chaque fois que ça arrive. En vérité, ça me surprend toujours autant. Même au cours du bilan, c'est-à-dire avant d'arriver à la séance de restitution des résultats, enfin, quand on reçoit l'enfant pour une de ces séances, on commence déjà à avoir des retours par rapport à des améliorations, des changements en attitude, en comportement, etc., déjà au bout de quelques séances. Ben, en fait, l'enfant en particulier se sent en fait peut-être pas compris encore, parce qu'il y a encore toute la démarche et les séances, mais il voit il y a quelque chose qui se fait, qui se met en place pour lui. Et donc, lui aussi, ça lui permet aussi d'être rassuré, parce que les enfants vont parfois vers des conclusions assez rapides. C'est, je n'y arrive pas, donc je suis bête, des petites choses comme ça, hein, des choses comme ça. Et donc, le fait, parfois au cours du bilan, de les rassurer en leur expliquant, des fois ils vont dire, ah ben là j'ai raté, alors que parfois pas du tout. Des fois en leur faisant de simples, et là j'insiste sur de simples feedback, va permettre déjà de retrouver une certaine confiance. Et des fois, voilà, il y a des bilans où ils vont venir avec vraiment parfois même des demandes où, ah, moi je suis sûre que je vais rater, etc. Donc le fait de les rassurer derrière, ça permet, comme elle a dit, voilà, de les rassurer et d'enclencher déjà quelque chose. Et puis aussi d'enclencher aussi quelque chose chez les parents qui, des fois aussi, peuvent s'imaginer le pire ou ne pas toujours comprendre d'où viennent les difficultés et donc d'apporter une meilleure compréhension, encore une fois, au fonctionnement de l'enfant et donc d'y apporter aussi après une réponse un peu plus adaptée. Donc, la technicité est importante. L'écoute clinique est importante, enfin la démarche clinique en général également est importante, mais c'est là où je vous demande à Selma et à Hind, est-ce que vous, en tant qu'enseignante universitaire ou même en formation continue, vous trouvez qu'on forme suffisamment à l'usage clinique des outils, c'est-à-dire au-delà des cotations? Tu y vas, Selma? Non, je te laisse commencer parce que sinon je vais plus m'arrêter. Alors, moi, je voudrais vraiment apporter quand même une précision, c'est que la technicité, elle est importante. Parce Mhm. que pour utiliser un outil, il faut le connaître, il faut connaître son outil, il faut savoir le passer, il faut savoir le coter pour garantir déjà une fiabilité des résultats. Parce que je parlais d'une note standard de 10, par exemple, où on peut l'interpréter de différentes manières. Mais si en fait on n'a même pas une note standard de 10 parce qu'elle est mal, parce que c'est mal coté ou identifié comme score, déjà, ça peut poser un souci. Et donc, si la technicité est insuffisante, ça va forcément conduire à des interprétations fausses. Par exemple, si on dit qu'un QI de 112 est un QI supérieur à la norme, ben là, on voit bien qu'on est dans le faux. Et donc, il faut déjà aussi quand même avoir une certaine technicité. Après, la technicité, on l'a dit aussi, elle n'est pas en excès, elle peut être aussi problématique. Et donc, il est important dans les universités de former aux outils. Après, on ne peut pas former les étudiants à tous les outils. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait des années ou des mois juste pour cet aspect-là. Par contre, on va les former à la démarche. C'est-à-dire, on va les former il est important de les former à la démarche, comment aussi aller chercher les tests, comment choisir de façon pertinente, parce que c'est aussi le travail du psychologue et du neuropsychologue, c'est aussi de choisir les bons tests. Parce qu'on ne peut pas tout explorer.
On ne peut pas tout évaluer. On ne peut pas faire des bilans de 20 heures. Hein, ça, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, le choix des tests va être important. Et c'est là où, en tant qu'enseignant et dans les universités, au-delà d'apprendre le côté technique, ben, il va être important aussi vraiment d'apprendre aux étudiants et aux futurs psychologues de bien choisir leurs outils. Ouais. Ouais. Et effectivement, la technique est importante, mais la technique est importante dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, Yin, c'est quelque chose qui est au service de la clinique. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser la technique, certes, mais que ça, c'est loin de s'arrêter là. Et les psychologues, les jeunes psychologues, les futurs psychologues, etc., ils se comportent avec les tests, avec le WISC en particulier, comme s'il avait, je sais pas quoi, un pouvoir magique en soi. Moi, j'aime bien l'image du jeune conducteur qui essaie d'apprendre à conduire et qui est complètement focalisé sur les pédales, l'embrayage, voilà, le levier de vitesse, etc. et qui croit que conduire, c'est ça. Alors que conduire, c'est tout autre chose. Et ben pour les tests et pour le WISC, c'est exactement la même chose. Oui, il faut maîtriser, c'est une condition absolument nécessaire. Et effectivement, comme tu disais, Yin, si on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du WISC, c'est pas juste, je parle du WISC en particulier, mais les autres, c'est un peu la même chose. Euh, C'est-à-dire, c'est pas juste le fait de savoir le côté et faire les conversions, c'est pas ça de le maîtriser, c'est de comprendre les fondations sur lesquelles il est fait et à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de ce test? Qu'est-ce qu'on ne peut pas obtenir de ce test? C'est important de connaître toutes ces choses-là. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est que la standardisation, notamment parce que tu disais, si on obtient un 10 qui n'est pas un 10, eh ben, ça sert absolument à rien. Si on déroge aux règles de la passation et qu'on obtient des chiffres, ces chiffres ne veulent plus rien dire du tout. Mais il est important de savoir que ça n'est que la base, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on commence. On doit maîtriser la conduite, on doit maîtriser notre volant, on doit maîtriser notre levier de vitesse, mais après, il faut apprendre à conduire. Et c'est ça le plus difficile, c'est Mm. d'arriver à se repérer au milieu de toutes les choses qui sont en train de se passer et toutes ces variables dont on a parlé, la dynamique familiale, les parents, les problèmes à l'école, les difficultés cognitives, les difficultés attentionnelles, tout ça ensemble et d'arriver à voir comment ça peut faire sens et comment on peut l'utiliser pour trouver des directions de travail avec l'enfant. Mm. Il me paraît aussi peut-être important, en parlant voilà, peut-être de la formation des futurs psychologues de manière générale, c'est aussi de savoir qu'est-ce que les limites aussi de chaque outil. C'est aussi important de savoir ce que les outils ne peuvent pas faire aussi pour, pour pouvoir soit les compléter, soit en tout cas en tenir compte, parce que, encore une fois, le bilan neuropsy va répondre à une question, et le but, et ce n'est pas le but, on ne peut pas le faire, de tout explorer, et on ne le fera pas tout le temps. Donc, il est important aussi voilà, de connaître les limites du WISC, les limites des autres épreuves, hein, comme l'ANEPSY ou autres, qu'elles soient sur l'évaluation en tant que telle, mais aussi les limites par rapport à des normes, parce que, bon, petite aparté, mais on a aussi des outils qu'on va utiliser, Ah, mais qui sont normés, enfin, qui ont des normes très anciennes. Donc, se pose aussi la question de finalement, est-ce que cet outil-là est pertinent à utiliser dans son bilan ou pas? Donc, il faut aussi avoir cette connaissance-là, ou en tout cas d'avoir ce réflexe-là, d'aller aussi chercher ces informations-là pour pouvoir utiliser. Parce que si on a, je prends l'exemple de la Teach, hein, la Teach est un outil qui permet d'évaluer donc fonctionnement attentionnel et exécutif, mais dont les normes sont très anciennes. Elles datent des années 80, je crois 94, si ma mémoire est bonne. Et on peut se demander si aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, est-ce que c'est toujours réellement adapté?
Je l'utilise, hein, je veux dire, je continue de l'utiliser, mais il est important de garder quand même ça en tête et bien sûr de ne pas rester figé ou fixé sur une seule épreuve ou sur un seul score qui va, on va dire, résumer le fonctionnement d'un enfant ou d'un adulte. Exactement. Et puis, j'aime ça d'autant plus qu'on est au Maroc et que nous utilisons pour la plupart des tests qui sont absolument pas étalonnés ou adaptés au Maroc et que donc les scores qu'on a doivent être lus et interprétés avec beaucoup de prudence. Tout Ça à me fait. rappelle un petit souvenir. C'est un enfant où dans une des épreuves de l'ANEPSI, donc c'est une épreuve de production de mots où on demande à l'enfant pendant 1 minute de donner tous les noms d'animaux. Et il y a une autre épreuve, pas pour le WISC, on va lui demander de nous donner voilà, tous des moyens de transport. Et ben moi, j'ai déjà eu avec un patient adulte quand je faisais des bilans avec les personnes âgées, j'ai déjà eu dans les moyens de transport un âne, hmar. Et donc, du coup, c'est extrêmement adapté à notre voilà, pays, population. Mais en France, je me souviens, j'étais en France à l'époque. Voilà, on pourrait considérer ça comme une erreur complètement, voilà. Mais en fait, pas du tout. Ça rentrait dans le cas du patient qui était un Marocain et qui, pour lui, effectivement, ben, l'âne au Maroc est un moyen de locomotion comme un autre. Donc, voilà, il faut aussi pouvoir adapter, et ce n'est pas toujours le cas, comme l'a dit Selma, où on n'a pas d'outils, ou très peu d'outils adaptés, que ce soit en termes de questions, voilà, par exemple, le vocabulaire, mais aussi en termes de normes. Donc, typiquement dans le WISC, il y a des épreuves de vocabulaire ou des situations dans la VICE, par exemple, dans un des subtests, des situations pratiques sociales qui ne sont peut-être pas toujours adaptées à des personnes marocaines. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Donc encore une fois, outils, mais au service de la réflexion clinique. C'est ça. Donc, on voit bien que le bilan demande de tenir beaucoup de choses ensemble, hein. Il y a la technicité dont vous parliez, il y a les normes à garder voilà, en arrière-plan, en tête, il y a la clinique, il y a le contexte, les différents contextes familiaux, scolaires, les attentes aussi parfois autour des résultats. Et cette complexité, elle alimente également ou peut également alimenter beaucoup de malentendus autour des bilans, que ce soit à la fois chez les parents, à l'école, enfin pour les écoles, mais aussi chez certains professionnels. Donc, dans votre pratique à vous, je vous dirais quelles sont les idées reçues les plus fréquentes hein, autour des bilans. C'est-à-dire quand on vient vers vous pour les bilans, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quelles sont les attentes? Moi, je dirais Les peut-être idées reçues. les premières attentes, c'est effectivement d'avoir des scores. On vient souvent avec cette demande-là de je veux un QI, enfin, est-ce que vous allez nous donner le QI de l'enfant, ou même quand c'est des ados. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un bilan cet après-midi où l'ado me disait, ah, c'est bon, je vais avoir mon QI à la fin. Donc, il y a aussi alors, oui, bon, un QI, ça peut être important et pertinent dans certaines situations, notamment quand on a une suspicion de déficience ou des fois quand on veut identifier un HPI. Mais dans la majorité des cas, franchement, moi, dans ma pratique, bon, ok, je regarde le QI, mais je le passe très rapidement. Je vais surtout aller regarder vraiment chaque subtest, comment ils s'articulent les uns avec les autres, etc. Donc, il y a peut-être cette première idée reçue. Après, je ne sais pas si c'est une idée reçue ou pas, mais c'est la demande que ce soit fait très rapidement. Et tu le Oui, soulignais, Rita, où donc le bilan demande de prendre en compte beaucoup de choses, et ce qui fait que ça prend du temps. Quand on dit aux parents ou même à l'école, des fois, que ça peut prendre des heures pour corriger, analyser, je vais pas dire qu'on a du mal à nous croire, mais disons, voilà, on nous dit, bon, vous pouvez aller un petit peu plus vite, sauf que des fois, je pense que c'est peut-être le cas aussi pour vous, certainement, mais des fois, on n'est plus au bureau, on n'est plus devant le dossier du patient, et des fois, ah, comme ça, ah oui, c'est vrai, lui, il m'a dit ça, et on connecte des choses. Et donc, du coup, ça continue aussi de travailler, ce qui demande du temps. Donc, voilà, moi, je dirais qu'il y a ce deuxième,
peut-être pas une idée reçue, mais en tout cas, de venir avec cette demande-là de rapidité et donc de pouvoir faire les choses assez vite. Alors, pour toi, Selma, est-ce que il y aurait des idées reçues assez fréquentes que tu rencontres dans la clinique? Oui, bah pour rebondir un petit peu sur cette histoire, le mythe du QI, évidemment, on a ça. On a même des demandes, voilà, que moi personnellement je refuse systématiquement, de gens qui veulent venir juste pour avoir leur QI ou qui vont demander des bilans uniquement pour pouvoir les envoyer à des écoles dans, dans voilà, les pays comme la Roumanie, la Pologne, tout ça, ils leur demandent, je sais pas pourquoi, des tests de QI pour ça. Et ça, c'est des choses que je refuse, moi, de façon systématique, parce que si ça peut pas répondre à une problématique de l'enfant ou de l'adulte, c'est complètement antidéontologique. Donc, moi, je fais pas. Mais autre chose qu'on a souvent, c'est la confusion entre le bilan et la thérapie. Et donc, des gens qui attendent en fait que le bilan leur résolve le problème et qui sont vraiment très perturbés et très déçus quand ils se rendent compte que c'est pas ça. Voilà, comme tu disais, Inde, au début, c'est des choses qu'ils savent déjà. Nous, on vient juste pour articuler ça et leur donner euh, voilà, une vision différente sur les difficultés de leur enfant et des pistes de travail, alors que eux, parfois, ils sont en train d'attendre la solution, comme ils disent. Et donc ça aussi, c'est une idée reçue assez fréquente. Et c'est pour ça que je trouve important de bien clarifier la demande et de prendre vraiment le temps de bien comprendre quelle est la demande et voilà, donc vraiment de bien comprendre pourquoi est-ce que tel enfant, tel parent sont là, tel patient sont là. Et moi, des fois, il m'arrive aussi vraiment quand la demande aussi n'est pas très claire, hein, vraiment de bien de demander très directement, voilà, qu'est-ce que vous attendez aussi de ce bilan? Parce que voilà, le bilan doit répondre à une question bien précise. Comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas tout explorer. Voilà, donc il y a des choix, mais ça serait bien quand même que dans ces choix-là qu'on fait, que ça puisse répondre bien sûr à la demande. Et donc, comme le disait Selma, voilà, de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'ils sont là et de ne pas faire juste un test juste comme ça. Moi, j'ai déjà eu pas qu'une fois, mais des demandes de ben, je veux évaluer mon enfant juste pour voir un peu quel est, peut-être pas voilà, son QI ou juste comme ça. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce qu'il y a voilà, des retours particuliers de la part de l'école? Non, non, non. Ben, à ce moment-là, en tout cas, moi, dans ma pratique, là aussi, je refuse. On ne fait pas un bilan juste pour faire un bilan. Et à l'inverse, parce que parfois, c'est tout un travail qui doit être fait avec les parents, parce que très souvent, on a des bilans qui arrivent, parce que l'école a demandé, parce qu'ils ont observé que c'est un enfant qui est agité, qui n'arrive pas à se concentrer. Mais quand on est face aux parents et qu'on leur parle, on nous dit parfois très clairement, ah, là, je sais pas pourquoi on me demande ce bilan, mon enfant n'a pas de problème, c'est juste de l'école qui sont en train de, je sais pas, qui sont un petit peu strictes, etc. Donc, parfois, le travail, même à partir du premier entretien avec les parents, ça va être un petit peu autour de d'aider les parents à voir un petit peu les difficultés de l'enfant et à être eux-mêmes demandeurs, à voir justement l'utilité ou même la nécessité de faire ce bilan. Ou pas, parce que des fois aussi, on Ah, peut se rendre compte en fait que l'enfant finalement soit n'a pas besoin de bilan chez nous, je veux dire de bilan psychologique, neuropsychologique, soit pas besoin de bilan tout court. Donc il y Cool. a aussi ça qui est à prendre en considération. Voilà, donc ça aussi, c'est important. Est-ce que justement sur cette question-là, du fait de ne pas avoir besoin de bilan, vous pourriez un peu nous donner un exemple, enfin, de votre pratique? Qu'est-ce qui vient finalement sanctionner chez un enfant ou pas le fait de faire un bilan? Il faut que ça pose problème à l'enfant dans sa scolarité ou dans sa vie au quotidien. Déjà, ça, c'est la première condition, on va dire, hein. Maintenant, si ça dérange la maîtresse seulement, moi,
Mon patient, c'est pas la maîtresse, elle a qu'à venir. On va attendre la maîtresse d'après. Voilà, qu'elle vienne la prochaine fois, quoi. Mais voilà, donc parfois c'est vrai que dans certaines écoles qui sont particulièrement strictes ou des choses comme ça, ou qui ne reconnaissent pas ben, les difficultés spécifiques d'un enfant quelconque, ben, on va avoir des difficultés, mais qui ne sont pas du tout à prendre en compte dans un bilan. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va prendre un exemple d'un enfant dyslexique qui a été diagnostiqué, dont le bilan a été fait, etc., etc. Et il est dans une école où on lui dit c'est ahmar, kassoul, ma tiqrash, et que l'enfant, du coup, il s'ennuie, il s'agite, il fait rien en classe. Je vois pas ce qu'un bilan psychologique va faire pour lui. On peut absolument rien faire. Donc ça, c'est un exemple parmi plein d'autres exemples, des À ce exemples moment-là, d'enfants. pardon. Oui, oui, vas-y. À ce moment-là, le premier entretien avec les parents, c'est pas qu'il va servir à rien, mais il va avoir plutôt une visée d'orientation. Je pense, un autre exemple auquel je pense maintenant, c'est dans le cas de difficultés psychoaffectives. Alors, on peut avoir des enfants chez qui on rapporte des difficultés de concentration, de l'agitation, etc. Mais quand on parle aux parents, quand on a le temps de plus échanger plus en détail par rapport au contexte familial, au contexte affectif de l'enfant, on voit que il serait plus pertinent d'entamer une prise en charge thérapeutique pour gérer ces difficultés psychiques avant d'aller explorer peut-être des choses plus instrumentales et cognitives. À ce moment-là, bien entendu, si à la suite de la prise en charge, les difficultés persistent, ben, on pourrait réorienter vers un bilan neurocognitif. Ouais, je sais pas, sur l'agitation, des trucs comme ça, mais parfois, mais c'est un suivi et les gens viennent pour un suivi, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire, ils viennent se plaindre de problèmes de leur enfant, qui fait des cauchemars, qui n'arrive pas à dormir, qui est pas bien, tout ça, et ils demandent un bilan parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire un bilan, alors qu'en fait, ils n'ont pas besoin de bilan, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Donc, Oui, c'est- moi j'apporterai là encore aussi une petite parenthèse où on peut aussi du coup donc parler des écoles qui vont demander des bilans et qui peuvent des fois aussi demander carrément le type de test à faire passer. Moi je me souviens, j'ai déjà eu un appel assez lunaire avec je crois une maîtresse ou une directrice d'école, je ne sais plus quoi, qui me reprochait d'avoir utilisé un KBC à la place d'un whisk. Sauf que, et donc et les parents m'avaient demandé de les appeler parce que l'école n'avait pas accepté ce bilan. Hmm. Alors que, voilà, par rapport, je ne me souviens plus quelle était la problématique de l'enfant, mais moi, en tant que neuropsychologue, et par rapport au contexte et à l'enfant, le Hmm. KBC me paraissait beaucoup plus adapté, donc j'ai utilisé un KBC, mais je me suis limite retrouvée à justifier mon choix, Hmm. alors que, voilà, c'est à nous, encore une fois, voilà, le choix nous appartient en fonction de la problématique. Donc, il y a ça aussi. Il y a au-delà de demander un bilan, c'est des fois aussi d'imposer les tests. Donc, je trouve, Ouais. De s'improviser professionnel de santé mentale. oui, moi, comme je dis aux Ouais, mais parents, moi, je ne suis pas enseignante et je serais incapable de faire le job d'un ou d'une enseignante je pense que vice-versa aussi. Parfois, il y a même des parents qui y arrivent, c'est-à-dire dans le premier entretien, ils évoquent déjà des termes comme le TDAH, comme TSA, ou dyslexie, parce que ça a été évoqué par la maîtresse. Ouais. Donc, ils arrivent déjà avec un diagnostic. Ou HPI, parce que c'est également ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la curiosité autour du QI. Maintenant, avec ces vagues-là ces effets de mode sur les réseaux sociaux, HPI, bipolarité, voilà, TDAH. Donc, on peut aussi également recevoir voilà, des personnes qui sont juste curieuses de se faire diagnostiquer comme ça, alors que, comme vous disiez, il n'y a pas réellement une problématique et une demande. On a eu des vagues comme ça. On a eu quelques années HPI, quelques années TDAH, maintenant pole position TSA. C'est ça. Mais on a des vagues comme ça parce que c'est les réseaux sociaux en fait qui agissent énormément. Et puis pour le whisky, c'est vrai qu'il y a une grosse mode avant.
voilà, il y a une dizaine d'années, c'était difficile d'arriver à faire passer un bilan psychologique dans certaines écoles. Ouais. Aujourd'hui, ils viennent te dire, il faut faire un risque. C'est pas un bilan, c'est pas. C'est Et de je vais peut-être rajouter une arriver. autre idée reçue hein, pour revenir à la question Oui. de départ aussi, des mythes. Hein, voilà, c'est le mythe aussi d'associer bilan neuropsy ou psychologique à diagnostic. Mm. Ça aussi, moi, ça me paraît important parce que justement, souvent, on attend vraiment qu'à la fin, on puisse poser un diagnostic. Alors déjà, bon, beaucoup de diagnostics sont médicaux, donc nous, en tant que psychologue, on peut juste, je mets bien entre guillemets, juste émettre une hypothèse à confirmer par un médecin. Mais il y a des situations aussi ou des cas où il est difficile de poser un diagnostic clair, où il faut quand même commencer parfois un suivi. Donc, d'ailleurs, même dans les définitions même des suivis, c'est de voir aussi comment l'enfant évolue avant de pouvoir poser un diagnostic. Donc, il y a aussi ce mythe-là qui peut être important d'aborder peut-être dès le départ aussi avec les parents. Et c'est là où, encore une fois, on est dans cette analyse de la demande et de ce qu'ils Mm. attendent de cette démarche-là pour enlever ce mythe-là d'associer automatiquement bilan à diagnostic. Moi, je dis toujours, le plus important, c'est de comprendre comment l'enfant fonctionne. Et même sans poser de diagnostic, ça ne nous empêche pas du tout de proposer voilà, un accompagnement adapté, que ce soit à l'école, que ce soit en termes de suivi, que ce soit à la maison si on doit faire de la guidance parentale. Ce n'est absolument pas une condition indispensable d'avoir un diagnostic. Alors, merci beaucoup, Hind. Alors, on est quasiment à la fin de ce webinaire, j'ai une dernière question à vous poser. Donc, pour vous, en tant que clinicienne, qu'est-ce qui définit ou voilà, quand est-ce que vous trouvez qu'un bilan est réussi, que vous avez atteint votre objectif? Sacrée question. J'y vais seulement? Vas-y, vas-y. Bah, je dirais déjà, et on l'a dit quand même assez souvent, c'est qu'un bilan, et on va dire, est réussi, avec toute prétention mise à part, mais c'est quand on va remplir l'objectif de départ, l'objectif initial qui est celui de répondre de manière claire et utile à la demande. C'est-à-dire que voilà, les parents ou le patient vient avec une demande. Alors peut-être que nous, dans notre bilan, on va trouver autre chose, mais on va d'abord quand même répondre à cette première demande, première question, donc et qu'elle soit utile pour le patient. Et aussi, je dirais, voilà, un bilan réussi, c'est quand on arrive à mettre du sens sur les difficultés et peut-être aussi de distinguer ce qui va relever soit de l'ordre du neurodéveloppemental, ou plutôt, que voilà, parce qu'on l'a bien dit, c'est difficile de dissocier les autres, mais de comprendre quand même qu'est-ce qui relève plutôt du neurodéveloppemental, qu'est-ce qui relève plutôt de l'émotionnel et qu'est-ce qui pourrait aussi relever du contexte. Parce que aussi, voilà, si on a un enfant dont l'un des parents vient, voilà, qui vient de vivre un trauma et qu'on vient faire le bilan juste après, on va peut-être essayer d'associer peut-être aussi les résultats à cette situation. Donc, il y a aussi le contexte qui peut jouer. Et puis, voilà, moi, je dirais que, et aussi, un bilan est réussi quand il repose sur une démarche rigoureuse. Et le côté rigoureux va dépendre, là on l'a dit, sur la technicité qu'on peut avoir sur les tests, mais aussi sur la démarche clinique qui va venir mettre du sens sur cette technicité-là. Seulement? Bah, moi, pour moi, un bilan est réussi, réussi pour moi, c'est-à-dire ma Mm. satisfaction personnelle de psy, hein. C'est quand, c'est quand justement, comme disait Hind, on arrive à mettre du sens sur le problème, la problématique de départ, et surtout qu'il y a un changement qui s'opère chez les parents, dans la dynamique familiale, comme un espèce de changement de perspective, quelque chose d'un soulagement, d'une souffrance qui parfois a été là pendant vraiment très 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 longtemps et qui là bah, permet de voir les choses autrement et
de voir d'autres perspectives pour cet enfant et pour cette famille, comme par exemple, voilà, des enfants qui sont en échec total à l'école, qui sont en rupture avec l'école, que les parents regardent comme des cancres, comme des enfants qui valent pas grand-chose, que leur avenir, voilà, ils sont juste là parce qu'il faut et puis c'est tout. Quand on arrive à faire bouger un peu ce regard-là, à pouvoir aider l'enfant déjà à voir que lui, il a plein de capacités et que il n'est pas du tout ni un nul, ni un cancre, ni rien du tout, et qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas et qu'on va trouver des façons de faire pour l'aider à ce que ça se passe mieux, et que les parents arrivent à comprendre que leur enfant, ben, voilà, il est tout à fait parfait comme il est, et que il peut accéder lui aussi à une vie tout à fait épanouie, normale, faire une scolarité, tout ça, euh, sans trop de difficultés, à condition qu'on arrive à l'aider et à l'accompagner et à pouvoir comprendre ce qui lui Mm. arrive. Et ça, je trouve ça juste magnifique et très, très émouvant. J'ai une maman en tête actuellement qui, pendant des années, je la croisais des fois comme ça, tout ça, ça avait été une révélation parce que son gamin a été découvert dyspraxique à l'entrée en sixième en fait. Donc il a galéré Quand même. toute sa scolarité, avec voilà, beaucoup de retours extrêmement négatifs de l'école, voilà, des parents, de tout ça et tout. Et quand ben, on a trouvé ça, ça a tout changé. Et cet enfant, il s'est épanoui. Et la maman, je la rencontrais à chaque fois, elle me disait, vous avez sauvé mon fils. C'est énorme comme Mm. terme, mais c'est vrai que c'est des souffrances qui sont quand même assez exceptionnelles Mm. quand les enfants sont dans des situations voilà, d'impasse comme ça, totale. Moi, Euh, j'irais plutôt sur le côté technique pour finir rapidement. Je dirais aussi qu'un bilan réussi, c'est un bilan qui est dans le choix de ses outils et de la démarche de manière générale, saura cibler ou bien choisir les outils bien ciblés pour la difficulté ou bien la plainte de l'enfant. C'est-à-dire que le choix des outils ou bien le choix de la démarche ne soit pas vraiment fait comme ça de manière standard, mais qui soit fait de manière adaptée à la difficulté de l'enfant. Oui, c'est-à-dire qu'on a une trame, on va dire standard, mais en fonction de la problématique, on va plus pousser soit voilà, limité. l'évaluation de la mémoire, voilà, du côté, côté raisonnement, etc. Ouais. Et aussi, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que un, de mon point de vue également, c'est qu'un bon bilan, c'est un bilan qui permet également de fournir des recommandations assez concrètes et adaptées à l'enfant et à son milieu, puisque bon, nous, on reçoit, enfin souvent, en tout cas le plus souvent, ce sont des bilans qui sont adressés par des écoles. Et donc, la recommandation concrète, elle vient réellement aider l'enfant à se situer et à avancer, ne serait, enfin, que ce soit en famille, mais aussi en classe. Et ça aussi, en tout cas, peut-être que vous avez, n'hésitez pas à nous dire ce que pour vous représente un bilan réussi, mais je me joins à vous en tout cas sur cette question-là. Donc, il nous reste une dizaine de minutes pour... Pardon, je voulais juste ajouter un petit truc, Rita, désolée. oui, Je bien voulais sûr. justement ajouter un petit truc par rapport à ça, parce que ce soit cette réponse à une question de départ ou que ce soit cette question des recommandations, moi, pour moi, c'est des choses qui sont fondamentales dans la démarche du bilan. C'est-à-dire un bilan, c'est pas un truc éthéré Mm. où on vient dire, ah bah là, il est dans la moyenne, là, il n'est pas dans la moyenne, là, c'est la norme, là, c'est pas la norme. Je sais pas, ça sert à rien. Mm. Voilà, le nombre de fois où j'ai eu des parents qui sont venus me donner des rapports comme ça en me disant est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est écrit dedans? Ouais, Ben, c'est juste pas possible ça. Un ouais, bilan, on ne devrait pas pouvoir venir dire un truc comme ça.
c'est quelque chose qui est censé répondre directement aux parents, à l'enfant, aux enseignants sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire. Voilà. Oui, Et tu parlais des aménagements, c'est aussi des aménagements, en tout cas des choses qu'on peut appliquer. Moi, je dis souvent, voilà, on peut donner des recommandations pour le scolaire, mais il faut aussi pouvoir communiquer avec l'école pour voir qu'est-ce qu'on peut réellement mettre en place, parce que ça ne sert à rien de mettre 10 recommandations si au final, du fait de peut-être, ne serait-ce que la disposition de la classe, on ne peut pas mettre en place un certain nombre d'aménagements. Donc, il faut que ce soit Ouais, aussi réaliste, on va dire. Au-delà de adapter, il faut que ce soit applicable par rapport à la réalité pratico-pratique, on va dire. tout à fait. Alors, si vous n'avez pas d'autres interventions, je vous propose peut-être de passer aux questions. Nous avons plusieurs questions qui nous ont été posées. Euh, Tu veux que je fasse un résumé parce que je les ai suivis au fur et à mesure? oui, oui. Ouais, alors on a beaucoup de questions concernant le fait que les tests ne sont pas adaptés au Maroc, qu'il y a une collègue qui dit que pour l'adulte, on a pas mal de tests adaptés et normalisés, mais pour l'enfant, on n'en a pas beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de ça, de comment on fait pour travailler avec des tests qui ne sont pas adaptés au Maroc. Tu veux y aller, Hind? Je te laisse. Moi, ça, je trouve que c'est un sujet tellement intéressant qu'il mériterait largement qu'on fasse un webinaire complet là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un sujet important, très important. Bah, en fait, oui, parce que il est important vraiment d'adapter à la population marocaine les épreuves et de pouvoir aussi répondre à certaines problématiques. Quand on a des patients totalement arabophones, moi, en tout cas, dans ma pratique, je n'ai aucun test complètement arabophone et il m'arrive des fois, malheureusement, de refuser et de réorienter, bien entendu. Mais voilà, parce que ces outils-là, je ne les ai pas pour le moment. Je crois, on a une traduction, une adaptation du WISC, mais je pense que c'est une version libanaise et qui est celle du WISC 3 ou 4. Non, je pense 4 quand même. Quatre, quatre, 4. quatre. Il y en a une libanaise et il y en a une égyptienne. Euh, voilà. Qui n'est pas Donc, du tout adapté au Maroc. ça aide un peu dans les mots utilisés, quoi. C'est déjà quelque chose. Donc on n'a pas de on n'a pas de normalisation ou d'adaptation au Maroc hein, pour toutes celles ceux qui demandaient. Voilà, et ce qui est peut-être un point important aussi à préciser, et on en a parlé de la standardisation, c'est de faire attention aux traductions. Parce que typiquement, par exemple, dans le subtest de vocabulaire du WISC, où donc on doit définir des mots, ben, en fait, ces mots-là ont été choisis en fonction de leur propriété linguistique, de leur fréquence dans la langue, etc. Donc, on ne peut pas juste venir prendre un mot en français demander à l'enfant de traduire le même mot en arabe parce que peut-être que dans la langue arabe, ce mot-là, et puis il peut y avoir beaucoup de synonymes aussi, ça ne correspond pas vraiment à la même chose. Donc il y a aussi ça. Il vaut mieux passer le test en français avec des langues françaises et des mots français plutôt que de traduire et donc aller sur quelque chose de totalement non standardisé. Ah, c'est génial ça, merci. Oui. La filière psychologie de la fac de Fès a commencé l'adaptation du WISC. Donc c'est une excellente chose. Super. Voilà. Mais bon, ce qui est compliqué avec ces tests-là, et on va en finir là par rapport à la question de la normalisation, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de la traduction. La traduction, c'est une chose, mais il y a toute la question de l'adaptation. C'est pas juste une traduction. Ça veut dire il y a certains termes, certaines situations, certaines choses comme ça, comme a dit Hind,
qui ne sont pas du tout adaptés au Maroc. Donc, il faudrait pouvoir créer des items qui soient similaires, mais adaptés au Maroc. Donc, ça, déjà, c'est une grosse difficulté. Mais la plus grosse difficulté, en fait, c'est la partie statistique et étalonnage et de mener la passation sur plusieurs centaines d'enfants par tranche d'âge, qui est un truc énorme, sans compter l'achat de la licence du WISC, qui est excessivement cher pour faire une adaptation pareille. Donc c'est ça qui freine vraiment. Déjà, on n'a pas beaucoup de laboratoires de psychologie au Maroc. Avec des gros moyens, c'est difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que les Libanais n'ont pas fait la version 5. C'est parce que c'est tellement cher d'acheter la licence qu'ils ont décidé de continuer à travailler avec le 4. Voilà. Alors, on nous demande aussi comment on a fait dans nos premiers bilans. Est-ce que on a été supervisé? Est-ce que c'était un stage? Qu'est-ce que c'était? Lynn, tu veux bien répondre? Euh, Si c'est moi alors, qui pose la question, je te laisse toi poser faire très les bien. réponses. Alors, moi, j'ai envie de dire que je suis toujours actuellement, après presque 15 ans de pratique, toujours à être supervisée, hein, parce que il m'arrive aussi voilà, d'appeler une collègue, soit Selma, soit d'autres collègues, parce que je vais bugger voilà, une hétérogénéité des résultats ou des choses comme ça. Donc oui, forcément, au départ, oui, j'ai été supervisée par d'autres collègues. Et puis, je pense on est toutes un petit peu. Je me forme aussi très régulièrement et je continue encore de me former, soit à des outils, soit à autre chose, d'écouter des podcasts, d'écouter voilà, d'assister à des conférences qui me permettent voilà, de continuer à me former sur les tests et sur le métier et la théorie de manière générale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, je rejoins Hind tout à fait, c'est-à-dire je pense que ce soit au début ou même quand on a un petit peu plus d'expérience, je pense que la supervision est essentielle et surtout parce que quand même il y a un grand décalage entre le WISC, comment on le voit à l'université et puis le WISC, enfin le bilan je vais dire plutôt de manière générale, comment on les voit à l'université et puis en pratique. C'est vrai que quand on démarre la pratique, on reste un petit peu centré sur le côté technique de comment on va utiliser l'outil, comment on va faire les administrations, et même également dans les lectures, quand on va les lire de manière un petit peu machinale, dans la norme, dans la moyenne, pas dans la moyenne, etc. Alors que la supervision, bah, ça permet d'accéder à des choses un petit peu plus complexes sur le plan des interprétations et des observations cliniques. Donc, c'est très riche dans ce sens aussi. Et puis aussi parce qu'à l'université, on a un peu l'habitude des cas cliniques purs, catégorisables, un petit peu comme on les voit dans les DSM, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se chevauchent, pardon, et du coup, ça prête très facilement à confusion. S'il n'y a pas supervision, j'estime que ça doit être quand même très compliqué de naviguer tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Fatem Zahra. Euh, alors, Selma, je te laisse la parole pour ce que tu viens de projeter parce que c'est très intéressant. Voilà. Alors, à l'occasion de la fin de l'année, on a décidé de vous offrir en fait une formation express au WISC pour vous expliquer un petit peu comment l'outil fonctionne, c'est quoi les principes vraiment généraux de cotation voilà, pas d'analyse, mais en tout cas de cotation, et que mesurent les différents indices et voilà, la mécanique du whisky, on va dire, hein. Donc, pour clôturer l'année, ceux qui sont complètement fous, on vous invite à clôturer l'année avec le whisky. Et le Le cadeau de 20 fin d'année, c'est à ça. vendredi. Voilà, cadeau de fin d'année, le 26, le 26 décembre. On aura le plaisir de vous balader un petit peu dans cet outil que moi je trouve très très précieux dans le travail du bilan. Voilà.
Bonne Mhm. soirée et merci En tout cas, beaucoup. merci à toutes, merci à nos intervenantes et puis merci aux participants d'être restés jusqu'au bout. Ça a été un plaisir d'échanger et puis de